Bonjour. Dans le cadre de cette capsule vidéo du MOOC consacrée aux violences sexistes et sexuelles au travail, je vous propose de revenir sur l'action en justice prud'homale, comment agir et quelles preuves. Les notions de violences sexistes et sexuelles au travail recouvrent le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Le harcèlement sexuel est constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à l'encontre de la victime une situation intimidante, hostile ou offensante. Dans une telle situation, les propos ou comportements doivent être répétés. En outre, est assimilée au harcèlement sexuel toute forme de pression grave exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Dans ce cas, l'agissement peut être unique. La répétition n'est plus un critère de la caractérisation du fait fautif. Quant à elle, la notion d'agissement sexiste concerne tout agissement lié au sexe d'une personne ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Confrontée à de tels faits, la victime des agissements peut avoir intérêt à se tourner vers la juridiction prud'homale, faute de pouvoir obtenir par d'autres moyens qu'il cesse. Se pose alors la question des règles probatoires applicables. De ce point de vue, une distinction s'impose entre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. S'agissant du harcèlement sexuel, la preuve est dite partagée. L'article L 1154-1 du Code du travail, dans sa version issue de la loi travail du 8 août 2016, met ainsi en place un dispositif probatoire identique à celui retenu en matière de discrimination. Dans un premier temps, la victime des faits, qu'il s'agisse du candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou d'un ou d'une salariée, doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Il ne s'agit donc pas d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement comme c'était le cas avant la loi travail, et encore moins de prouver des faits de harcèlement. Il est simplement demandé à la victime potentielle de présenter des éléments factuels laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Il lui est donc demandé d'apporter un commencement de preuve sans pour autant pouvoir se contenter de simples allégations. À ce titre, la preuve peut être considérée comme étant allégée pour la victime. Dans un second temps, au vu des éléments produits, il incombe à la partie défenderesse de prouver que les agissements en cause ne sont pas constitutifs d'une situation de harcèlement et que la décision litigieuse est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Autrement dit, à la condition expresse que la victime des faits ait rempli son office, il s'opère un balancement de la charge de la preuve et l'autre partie doit prouver qu'il n'y a pas de harcèlement. Le juge doit ensuite jouer son rôle en ordonnant en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. C'est à l'issue de ce dispositif probatoire qu'il se forge une conviction. Pour ce qui concerne les agissements sexistes, le législateur n'a pas pris le soin d'instaurer un dispositif probatoire allégé pour la victime des faits. Dès lors, sauf à ce que la jurisprudence décide demain de s'inspirer des règles relatives au harcèlement, il faut considérer que le droit commun de la preuve s'applique pleinement. De l'article 9 du Code de procédure civile, il en ressort qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Dès lors, il appartient à la personne qui se prétend victime d'un agissement sexiste d'en apporter la preuve. Mais alors,
quels moyens de preuve peuvent être apportés. Avant de revenir sur les moyens de preuve, un constat s'impose. En matière de violences sexistes et sexuelles au travail, la situation est loin d'être simple. En effet, les faits répréhensibles peuvent avoir lieu au temps et au lieu du travail, mais ils peuvent également être réalisés en dehors du temps et du lieu de travail. Dès lors, une question se pose. Dans son rôle probatoire, la victime des agissements sexistes peut-elle s'appuyer sur des faits commis en dehors du temps et du lieu de travail? Cette situation conduit à confronter la règle de l'immunité disciplinaire pour les faits de la vie privée et la nécessité de protéger les victimes face à des agissements inadmissibles. L'immunité disciplinaire pour les faits de la vie privée signifie que par principe, un salarié ne peut pas faire l'objet d'une sanction disciplinaire pour des faits de sa vie privée. Cette règle connaît toutefois une exception lorsque l'agissement en cause constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. Dans une telle situation, le fait fautif justifie une sanction disciplinaire. À titre d'illustration, la Cour de cassation a validé le licenciement pour faute grave d'un salarié en raison de l'exercice d'agissements de harcèlement sexuel après que ce dernier ait tenu en dehors du temps et du lieu de travail des propos à caractère sexuel à deux de ses collègues féminines par l'envoi de SMS, de messages électroniques sur MSN et lors de soirées organisées après le travail. Il importe donc peu que les agissements aient été commis au temps et au lieu du travail, dès lors qu'ils révèlent un manquement de leur auteur à une obligation découlant de son contrat de travail, ils peuvent être invoqués. Mais encore faut-il pouvoir apporter des éléments. C'est un fait, les violences sexistes et sexuelles au travail prennent souvent la forme de gestes cachés, interpersonnels, sans qu'il n'y ait nécessairement de témoins. Alors, comment la victime peut-elle jouer son rôle probatoire? De prime abord, la réponse pourrait paraître simple, puisque le principe est celui de la liberté de la preuve. Il faut donc comprendre que par principe, tous les modes de preuve sont recevables. Ainsi, lorsqu'il s'agit de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, ou lorsqu'il s'agit de prouver des agissements sexistes, tous les modes de preuve sont admis. La victime potentielle peut par exemple s'appuyer sur des témoignages de collègues, des mails ou des SMS. Mais la liberté de la preuve doit être conciliée avec le principe de loyauté dans l'administration de la preuve. Il faut ici comprendre que les preuves produites par une partie doivent avoir été obtenues loyalement. Il n'est donc pas question de mettre en place un stratagème pour obtenir une preuve ou d'enregistrer des images ou des paroles à l'insu de l'auteur des faits. En l'absence de témoins, la victime de violences sexistes ou sexuelles au travail pourrait être tentée d'enregistrer ou de filmer clandestinement l'auteur des faits. Or, en l'état du droit, le principe de loyauté dans l'administration de la preuve interdit un tel procédé. Pour la victime de violences sexuelles ou sexistes au travail, il faut espérer que des collègues accepteront de s'exprimer et de témoigner ou que l'auteur des faits aura eu la maladresse de laisser des traces. À défaut, il faut reconnaître que la victime des faits risque de se trouver bien démunie, faute d'éléments suffisants.